Vous écoutez Éclat de voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer, de prendre la parole ou la plume pour défendre ses projets, ses idées, ses convictions et que sais-je encore. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, consultante en communication et en prise de parole. Je vous ouvre la voie pour oser, comme je le fais, dire ce que vous avez envie de partager au monde. C'est délicieux. Alors, on y va. Prendre la parole, s'exprimer, ça reste encore pour beaucoup d'entre nous quelque chose de compliqué, d'anxiogène même parfois, au point que ça finit par être perçu comme presque surnaturel. Mais en réalité, nous sommes tous capables de faire acte de communication. Alors qu'est-ce qui bloque? Je pense sincèrement que tant que nous porterons des masques, des accoutrements, que nous aurons des attitudes qui sont faites pour répondre aux besoins de l'extérieur et non aux nôtres, il nous faudra à chaque fois faire un grand écart. Et c'est douloureux, le grand écart, surtout quand on est raide comme un piquet, comme moi. Mon invitée d'aujourd'hui, Manon Lavoie, nous propose, elle, un merveilleux chemin, celui du retour vers soi, préalable à toute prise de parole ou de position. Ne me demandez pas ni quand ni comment j'ai rencontré Manon qui est québécoise, mais je la suis depuis déjà un bon moment et j'ai participé à plusieurs de ses ateliers. À chaque fois, j'ai vécu une réelle transformation. Alors, j'avais envie de vous la faire découvrir, elle qui est coach certifiée en créativité et en psychologie positive. Parmi ses outils, Manon utilise l'écriture. Évidemment, ça fait écho en moi, puisque je vous propose également, et que l'écriture reste, selon moi, une façon de mettre de l'espace entre nos pensées et les mots qui vont se poser sur le papier, de prendre du recul et puis nous permettre de nous réapproprier ce vocabulaire qui, au fur et à mesure que nous allons le modeler, va vraiment finir par nous refléter, nous qui nous sommes vraiment. Manon a écrit un livre, Créer le meilleur de soi, pour nous mettre justement en action, en intégrant avant tout des pratiques extrêmement simples. Et en essayant de comprendre non pas pourquoi nous allons mal, mais plutôt qu'est-ce qui fait que nous allons bien. Écouter Manon, c'est déjà inviter le calme, même dans les moments obscurs. Plonger dans son univers, ça ressemble à Inner Please Peace let me de Beautiful feel Chorus. inner peace from my center at the center of me. Changes de Langorn Sleep. We could spend a lifetime trying to figure it out. I'm going through changes now. Light of a Clear Blue Morning de The Wailing Jadis. It's been a long dark night. I've been waiting for the morning. Et nous ne sommes pas des robots. Pour tout ce que nous écrivons avec cette intention d'élargir notre vision, d'embrasser notre moi le plus intime, ChatGPT ne sera jamais d'un grand secours. Sortir nos poubelles mentales avec l'écriture spontanée pour ressentir un grand soulagement, faire place nette sans se juger, mais c'est tellement libérateur. Avant de prendre la plume ou la parole, prenez le temps d'accueillir Manon dans votre espace intérieur. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté de venir nous parler de ton travail. Dans tes propositions, il y a cette notion de l'écriture. Et donc, ce qui m'avait à un moment animé en lisant aussi bien tes propres réflexions que tes avancées, que tes remarques, ton livre sur lequel je m'appuie régulièrement, mais je m'étais posé la question si toi, tu pouvais effectivement apporter un éclairage à cette question de l'écriture et en quoi ça peut aider les gens qui se sentent un peu bloqués dans leur prise de parole ou dans leur expression d'eux-mêmes. Ça peut déjà enclencher quelque chose en réalité. Définitivement, parce que pour moi, l'analogie de la table de création et ce que j'appelle l'atelier intérieur est quelque chose qui me guide beaucoup. C'est quand je prends place, quand j'ose prendre place à ma table d'écriture ou de création, peu importe. C'est une posture intérieure aussi que je suis en train de prendre. J'accepte de prendre place à mon atelier intérieur, dans mon atelier intérieur. Donc,
en acceptant d'être là, ben, il y a il y a une présence définitivement, mais aussi une certaine vulnérabilité et c'est quelque chose de tout précieux qui est accessible là. Puis, je pense que l'essentiel du travail provient de cette présence-là au vrai. Le vrai étant pour moi tout ce qui peut composer notre table de création intérieure, toute la palette d'émotions, toute la palette de croyances aussi, de valeurs. Et quand ça devient difficile, ben, c'est qu'il y a comme un choc de culture entre les croyances puis ce qui veut rejaillir de l'intérieur, ce qui veut être dit, ce qui veut être exprimé. Puis là, on met des filtres. Oh non, non, je peux pas. On trace des lignes. On se met dans un espace où ça devient difficile de respirer parce que c'est trop petit pour ce qu'on porte à l'intérieur. Les croyances, on va dire, qui nous gardent plus petits ou en sécurité, vont faire en sorte que on manque d'espace pour respirer parce qu'il n'y a pas de place pour s'exprimer. Alors, d'avoir un terrain de jeu, un terrain d'exploration où c'est un jardin intime où on peut se pratiquer à agrandir ce territoire-là, prendre un peu plus d'espace à notre table et oser exprimer même tout croche, sans dessus-dessous, ce qui a besoin d'être nommé, tu sais, parce que bien souvent, moi, ce que je remarque, c'est que les gens se demandent quelque part de produire quelque chose de beau, de concluant, de profond, de riche tout de suite. En tout cas, je connais pas beaucoup d'êtres humains qui sont capables de faire ça de même tout le temps, non-stop. Et ce qu'on fait en amont, le travail qu'on fait en individuel, dans notre jardin intime est tellement important. C'est se réchauffer, c'est faire nos gammes, comme quand on joue du piano, tu sais, c'est important. Donc, d'avoir un jardin intime où on peut écrire, crier, écrire tout croche et être, moi j'appelle ça un joyeux ou une joyeuse rebelle dans notre propre vie, et dire mais je vais écrire, je vais faire des fautes, je vais pas mettre de virgule, je vais ah! Fait en sorte qu'il y a quelque chose qui est libéré puis qui crée un nouvel espace. Bien entendu, après, ça n'empêche pas qu'on puisse se rassembler, créer quelque chose qui se rassembler soi-même, je veux dire, puis créer quelque chose d'étoffé, tu sais, de raffiné, dans ce qu'on propose aux autres. Mais pour soi, est-ce qu'on a cet espace-là? Pour moi, c'est ça le fondement de ma pratique, d'avoir accès à cet espace-là pour soi, notre atelier intérieur, d'abord et avant tout, pour laisser sortir pêle-mêle ce qui a besoin d'être nommé et ensuite peut-être faire le ménage là-dedans, puis créer quelque chose qui se partage, si c'est ça le but, bien entendu. Mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être parfois enfermé, bloqué. Il y a quand même une chose que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est tes propositions de faire parfois des petites choses, de faire. Tu as une pratique dans le livre qui est de faire un cœur par jour, ou bien, je me souviens plus exactement, mais tu sais, avec des petites cases. Et Oui. voilà. Et je trouve que pour des gens qui osent peut-être pas, parfois de se dire oh mais oui j'ai besoin de plus d'espace pour m'exprimer mais ça peut être vertigineux et là ça offre malgré tout une sorte de sécurité. Ok, je peux dans ce petit carré commencer pas à pas parce que finalement bah, il faut que j'assure mes arrières quand même et sans forcément vouloir faire quelque chose comme tu le disais à l'instant de beau mais au moins quelque chose où j'ai l'impression que je peux. Merci de le nommer parce que la puissance des petits gestes répétés est souvent sous-estimée. C'est trop petit, trop anodin pour avoir de la valeur et pourtant. Donc, l'invitation ici est à s'offrir l'équivalent d'un carré de chocolat par jour. Donc, physiquement sur une page, ça ressemble à des petites cases qu'on trace, puis tu dis, ah, ben, est-ce que je suis capable de m'offrir cet espace-là par jour, un pouce carré par jour?
Et à l'intérieur de cette case-là, je peux faire ce que je veux. Donc ici, si c'est les mots qui nous relient, et si j'écrivais à l'intérieur de ça à chaque jour pour déjà instaurer une pratique, une présence. Et à travers tout ça, j'ai le droit d'écrire 15 cases si je veux, parce que c'est ça en ce moment. J'ai le droit d'écrire un mot dans ma case, ou si c'est juste ça. Mais pour moi, ça équivaut à se poser la question, est-ce que j'ai été là pour moi, une case, au moins une case pour moi aujourd'hui, à travers tout le reste? Ou à travers justement ce que je ressens en dedans de moi qui aimerait donc écrire un livre, par exemple. Et ça, c'est un mont Everest. Tu sais. Oui, Est-ce que je peux commencer à avancer dans cette direction-là et tranquillement gravir cette montagne-là avec cette analogie-là des petites cases? Donc, ça ressemble à quoi? Tu sais, sans être sur papier, si on veut commencer à écrire un livre, par exemple, ben, de s'asseoir puis de se dire, OK, je m'offre 5, 10, 15 minutes par jour. Et dans ce 5, 10, 15 minutes par jour, au choix, il faut que ça soit petit parce que je dois pouvoir maintenir mon engagement. Si c'est trop gros, 1 heure, même une demi-heure, ça peut faire en sorte que je me faufile puis je sois plus là. Fait que 5 minutes, par exemple, ah tiens, pour commencer, ça va. 5 minutes, c'est bon. Fait que je peux écrire pendant 5 minutes ou même 2 minutes ou 1 minute, mais je suis en train de créer un chemin, un engagement, un lien envers ce qui est important pour moi. Et c'est pas vrai que c'est trop petit, c'est au contraire. Parce que si je me mets mon objectif de 15 minutes, supposons, puis qu'il n'y a rien qui sort ce jour-là, je suis devant mon ordinateur, il n'y a pas un mot, mais que je maintiens mon engagement quand même, c'est-à-dire ma présence. Je suis présente à ma table, devant mon ordinateur. Puis ça se peut très bien qu'à un moment donné, après 10 minutes, je sois vraiment tannée de regarder mon écran blanc me refléter ça. Puis peut-être que je vais écrire une phrase, un mot, ou peut-être que je vais commencer à écrire sans me casser la tête à dire, OK, est-ce que c'est beau, pas beau et tout. Et que accumuler comme ça, ben, on finit par atteindre notre objectif. En fait, moi, quand j'ai écrit mon premier livre, c'est ça qui s'est passé. J'ai pris des petites cartes, tu sais, des petites cartes quand on fait des présentations orales, des conférences et tout, là. Bon. mhm. Puis, j'avais écrit sur chacune des cartes des thèmes, des idées que je voulais couvrir. Donc, tu sais, dans l'ordre et le désordre, ça, je me suis dit, OK, ça va, ça, je suis capable de remplir cette commande-là. C'est quoi toutes les idées qui m'habitent, de quoi j'ai envie de parler? Fait que j'avais accumulé plein de petites cartes. Ensuite, j'avais pris du tape coloré, du washi tape, là, tu sais, c'est du petit ruban adhésif tout mignon. Puis je m'étais fait un code de couleurs. Je m'étais dit, OK, ça, c'est les partages que je veux faire. Ça, c'est la science derrière. Ça, c'est les exercices, les projets de création que je pourrais faire. Puis ça, c'est les citations que je pourrais utiliser. Fait que j'avais mon code de couleurs. Puis à chaque matin, à l'époque, mes enfants étaient petits, donc je me levais très, très tôt. Puis j'avais mon ordinateur, j'avais ma petite boîte avec mes petites cartes, puis je tirais une carte au hasard, puis je me disais, ah, OK, c'est là-dessus que j'écris aujourd'hui. Donc, à coup de quelques heures le matin, ben, j'ai avancé comme ça mon livre jusqu'à un jour avoir 300 quelques pages d'écrites, me dire, oh, OK. Puis après ça, on peut faire le travail d'assembler, de créer un fil conducteur, mais ça s'est créé à petits pas, à petits moments comme ça. Parce que si j'arrive devant mon ordinateur, puis je me dis, ah, de quoi je vais parler? Ben, je pourrais être encore en train d'y penser, là. Ah, c'est intéressant comme démarche parce que justement, j'allais te demander, il est très riche ce livre que tu as écrit. Pour moi, c'est une Bible, hein, il y a plein de post-it partout dessus, il est corné dans tous les sens depuis que je l'ai. Et je trouve que c'est quelque chose, on sent effectivement, maintenant que tu en parles, ce travail peut-être que tu as fait de manière découpée parce qu'on peut y entrer par mille et une portes. On n'est pas Oui, obligé de le lire du début à la fin. On peut revenir sur un exercice, repartir, se plonger dans les explications. Et je trouve qu'il a ce côté à la fois profond et léger. Et ça, j'aime bien aussi dans la manière dont tu nous guides quand tu proposes tes activités.
parce que quelque part, j'ai souvent l'impression, et tu l'as dit, que on veut se mettre une barre tellement haut, faire tout de suite quelque chose d'extraordinaire. Les premiers ateliers que j'ai fait avec toi, je me souviens, il y en a quelques-uns, mais en fait, j'ai jamais fini. Le truc est toujours resté en plan, pardon, mais j'étais contente d'avoir participé au processus de création et de se rendre compte que on peut. On peut, même si justement, on n'a pas tous non plus les mêmes talents, les mêmes facilités, et que par un biais ou par un autre, finalement, ce qui est important, c'est de se retrouver soi d'abord pour ensuite communiquer vers les autres. Oui, ah oui, oui, à 100%. Puis, juste revenir sur la notion de don, de capacité. En fait, moi, je préfère le nommer comme des intérêts aussi, Aussi, mais en veillant à être honnête envers soi. Ce que je veux dire par là, si j'ai un intérêt, exemple, pour la peinture, le collage, mais que là, à mes yeux critiques, je me compare aux autres, j'ai pas de talent, mais que malgré tout ça, là, ça m'interpelle. Pour moi, ça a autant de valeur, tu sais. Mais je pourrais voir ça puis dire, ah, mon intérêt, c'est pour, je sais pas, la poterie à la place ou l'écriture, parce que c'est plus rassurant. Mais comme tu le nommes si bien, pour moi, l'important, c'est le processus, vraiment, sincèrement, au-delà du produit fini. Et même à ça, tu sais, le produit fini, en tout cas dans mon univers, parce que mon but, c'est pas de créer des expositions ou tu sais, qu'on soit exposé ou peu importe, ou qu'on devienne tous des artistes professionnels. Pas du tout. En fait, moi, tout ce que je crée, c'est pas à vendre, là. C'est tellement intime, tu sais, je veux dire, c'est comme un journal intime. Ça se vend pas, tu sais. Mais il y a des choses qui, au point de vue artistique ou créatif, sont pas terminées et pourtant, l'essentiel est là. voilà. Et moi, j'ai appris avec les années à être 100% en paix avec. J'ai plein de trucs qui sont même pas terminés. Et pourtant, il y a des participantes qui se mettent de la pression à dire, ah, je devrais peut-être avoir terminé. Puis je me dis, ben, vous pensez que moi, tout est fini, mais non. Au contraire. Et, et pour moi, c'est le reflet de la vie. Ça doit rester vivante. Si mon énergie m'appelle ailleurs, mon inspiration m'appelle ailleurs, c'est ma tâche d'écouter. Je dis souvent, hey, devenez des petites abeilles qui vont aller butiner d'une fleur à l'autre. Puis c'est pas vrai qu'on est obligé de siphonner le pollen d'une seule fleur jusqu'au bout avant d'aller voir une autre fleur. En fait, c'est même pas ça. On en prend un peu, on en prend un peu. Et qu'est-ce que ça crée? Ben, ça pollinise. La vie est rejaillie versus si je m'entête à faire juste une chose. Et ça, c'est une ligne qui est mince parce que dans tous les projets qu'on fait, écriture ou peu importe, combien de personnes me disent, ah, j'aimerais ça faire telle chose, mais je peux pas parce que j'ai commencé un autre projet, je l'ai pas terminé. Puis finalement, il n'y a rien qui avance parce que j'ai Ouais. pas le goût de faire ce projet-là. J'aimerais ça faire celui-là, mais je m'empêche de le faire parce que j'ai pas fini. Je veux dire, ça n'a aucun sens versus dire, ah, tu vois, je suis la version actuelle qui a amené le projet jusqu'à cette étape-là. Maintenant, mon énergie est demandée ailleurs, je vais l'avancer et probablement qu'une version future sera appelée à apporter ce projet-là au résultat final. Exemple, si besoin il y a. Fait que de ne pas se mettre de pression avec ça. Et ça, c'est une façon de voir les choses qui est pertinente et je trouve à partager parce que souvent, les gens s'entêtent dans une direction parce qu'ils veulent absolument avoir, si on fait un parallèle avec l'entrepreneuriat ou le fait de devoir s'exprimer, il faut absolument que je fasse un beau discours ou il faut absolument que je résolve tel souci, que mon site ressemble à ça, ça, ça. Et en fait, à un moment, ben, comme tu viens de le dire, parfois notre énergie, elle est plus là pour ce projet et on va pouvoir le nourrir en passant par un autre. Et malheureusement, dans la plupart des cas, on se l'autorise pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On perd un temps dingue et enfin, me semble-t-il, et beaucoup de frustration se ressent ensuite parce que ben, on n'y arrive pas. Et parfois, mettre pause, partir ailleurs, utiliser notre technique Puis on permet revient finalement de revenir à ce oui, qu'on voulait aller peut-être jusqu'au bout, ou peut-être qu'en fait ce projet n'est pas appelé à aller au bout. oui. Puis encore là, tu sais, c'est important, et ça demande
d'être honnête et franc envers soi-même. Parce que il y a des projets, exemple, je reviens avec le projet du livre, qui demandent beaucoup d'énergie, qui sont difficiles. Très difficiles. Mais de la façon que je l'ai appliqué, exemple, dans l'écriture de mon livre, quand ça devenait tellement difficile d'écrire, au lieu de me punir et de rester là, juste pour dire, je vais saigner, là, ça va être, faut que j'écrive. J'allais voir ailleurs si j'étais là. Donc, je me levais, j'allais faire du ménage un peu, mais en sachant, tu sais, l'intention était là de dire, OK, je vais aller respirer, je vais aller peut-être créer, j'ai fait de la peinture, j'ai fait un collage pour peut-être exprimer ce que je ressentais, cette frustration d'être bloquée, et je revenais transformée. J'étais plus la même personne qui était en train d'agoniser devant son écran. Mais je l'ai pas fait parce qu'on peut aussi procrastiner, on va dire Oui. positivement. Dire, ma maison a jamais été aussi propre que quand il fallait que j'écrive mon livre parce que fallait que je fasse le ménage, ci, ça. Donc, on peut aussi se perdre comme ça. Donc, ça demande quand même une écoute intérieure avec un pourquoi suffisamment solide et fort. Pourquoi je fais telle chose? C'est quoi notre grand pourquoi qui nous ramène à ça? Mais à travers tout ça, de pas non plus s'enfermer, se clouer, se visser à notre chaise, puis dire, t'as pas le droit d'aller respirer ou de vivre ou de rire tant que t'as pas terminé ça parce que c'est comme ça. Tu sais, on apprend beaucoup aussi comme ça à l'école, dire, OK, il faut J'allais dire. bien faire les choses, travailler. Fait que moi, l'archétype de la joyeuse rebelle, je l'aime profondément parce qu'elle dit, non, je suis libre, mais je sais pourquoi, je sais dans quelle direction je m'en vais, puis je sais ce qui est important pour moi. Je l'honore. Il y a une chose aussi que j'ai entendue, alors je t'avoue que je me souviens plus de la citation précise ni qui l'avait dit, mais c'était quelque chose qui revenait à exprimer le fait que on parle souvent d'inspiration, mais rarement l'inspiration arrive comme ça, ou ça peut, mais il y a aussi cette idée que elle va venir parce que on va entretenir une sorte de, ce que Sébastien Henry appelle une joyeuse discipline, où on va, c'est un petit peu ce que tu expliques là. Bon, il y a effectivement, j'imagine, un curseur à poser entre la procrastination et l'obstination. Et puis, comme tu disais, la première chose qui m'est venue en tête quand tu parlais d'aller faire ton ménage, c'est que quelque part, faire ton ménage en vrai, c'est faire ton ménage dans ta tête, et donc, notre tête, et donc de revenir plus frais, naturellement. Mais je pense que ça demande aussi, et tu l'as bien développé, quand même cette rigueur, mais pas rigueur au sens de rugosité ou d'acharnement, mais quand même de répétition. Si on veut à un moment donné, c'est comme vouloir jouer du piano ou du violon ou avoir une performance sportive, il va falloir quand même passer par l'étape répétition et parfois un petit manque de motivation. Oui, c'est normal, c'est humain. Mais moi, il y a une citation, et là, moi aussi, j'oublie le nom de l'auteur, mais la discipline, c'est se souvenir de ce qui est important pour soi. C'est donc de revenir à soi. J'ai un atelier sur l'écriture introspective, OK, qui s'appelle Cultiver une vie inspirée. Et ce que je remarquais, c'est qu'il y avait plusieurs participantes qui disaient, j'abandonne toujours ma pratique, j'y reviens, mais je l'abandonne toujours, je suis pas constante, tu sais. Puis là, on s'auto-flagelle et tout. Puis je dis, hey, 2 minutes, là. La discipline ici, là, moi, il y a des jours où je vais pas écrire et je suis OK avec ça, là, il n'y a pas de souci. Maintenant, je sais que cette pratique-là est importante pour moi. Donc, quand j'y reviens 2, 3 jours après, ben, je suis là, c'est tout. Donc, je me souviens de ce qui est important pour moi et je maintiens le fil rouge de ma pratique comme ça. Donc, pour un projet, c'est la même chose. Fait que de se donner un peu d'espace pour respirer, on en revient à élargir un peu cet espace-là où on peut s'exprimer. Et aussi, ce qui est important, c'est que, c'est comme je le nommais, il y a des moments où on a besoin de maturer un peu, ne serait-ce que 5, 10 minutes plus tard, on est une version future de soi.
Donc, on co-crée avec différentes versions de soi-même comme ça, en se donnant la possibilité de faire autre chose et de revenir. On est rafraîchi, comme après on a fait le ménage dans la matière, mais on a fait le ménage dans notre tête, donc on n'est plus la même personne. Et ça, c'est important. Il y a dans ton livre une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est écrire au milieu du chaos. Tu parlais de tes enfants quand ils étaient petits, c'est aussi à cette période-là que tu expliquais que tirailler entre l'un qui a besoin de manger et l'autre qui réclame un jeu, Ouais. c'était ta manière à toi de pouvoir profiter de ta journée, te déposer et d'avancer aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as encore aujourd'hui, que tu maintiens, que tu entretien ou est-ce que tu es passé à autre chose? Non, non, ça fait partie de ma vie. Mais c'est drôle, tu me rappelles des doux souvenirs, là. Je veux dire, ma plus jeune, je l'allaitais encore. Puis maintenant, elle a 15 ans, tu sais. Donc, écrire en plein cœur de la vraie vie, en plein cœur du chaos, pour moi, c'est un acte de joyeuse rébellion, de dire, je serai mon propre point d'ancrage à travers le reste. C'était important pour moi de me l'offrir et non plus de le mettre au futur conditionnel. Donc, je prendrai le temps quand j'aurai X, Y, Z et honnêtement, ce temps-là n'arrive jamais quand on le prend pas. Fait que j'ai décidé, j'ai pris un engagement envers moi de dire, ben regarde, c'est ce que j'ai en ce moment. Voici ce qu'il y a à ma table de création en ce moment. J'ai 3 jeunes enfants. Je les adore. Et en même temps, c'est important pour moi de rester connectée à moi puis de me sentir vivante en tant que femme. Donc, j'ai pris ces temps-là, tu sais, où je pouvais, parfaitement imparfait, tout croche. Et ben maintenant, c'est sûr que ça s'est transformé parce que ça dort, hein, ces enfants-là, ces deux Ah oui, à 15 ans, adolescents-là. ils dorment, hein. On est C'est passé ça. de tout l'un à tout l'autre, n'est-ce pas? Oui, non, fait que maintenant, ils ont 15, 18 et 20 ans, fait que c'est sûr qu'ils viennent plus me demander pour faire le petit déjeuner, là, ça fait longtemps. Mais je suis contente d'avoir instauré cette pratique-là parce que maintenant, ma vie change aussi. Tu sais, je vis autre chose. Le plus vieux se prépare à partir en appartement. Tu sais, c'est des grands changements. Fait que je suis là pour m'accompagner moi-même. Et pour moi, ça se fait le matin. Mais c'est pas une obligation ou une religion, tu sais, de dire, ah ben, c'est le matin qu'il faut faire ça. Non, non, pour moi, c'est quand ça nous parle, tu sais, je veux dire, il y en a qui ça va être le soir. Moi, le Oui. soir, Et ça tu vaut vois, pas cher. on est d'un côté et de l'autre de l'Atlantique et on est d'un côté et de l'autre du cadran parce que moi, c'est le Oui, soir quand tout le monde est couché, qu'il n'y a plus de bruit, que j'aime bien prendre ce temps avant d'aller m'endormir et de me mettre dans le lit, tu vois. Donc, c'est des on se énergies complète. différentes. Mais oui, Oui, exact. on se complète bien. Et les enfants qui sont partis et le vide que ça peut commencer à laisser aussi, j'entrevois, tu vois, je me disais, mon dernier vient d'avoir 18 ans, l'année prochaine, il va partir, les 3 autres, parce que moi j'en ai 4, sont partis. Et je me disais, oh non, le syndrome du nid vide, ce sera pas pour moi. Et puis là, je ressens que quand même, il va y avoir un passage et avoir ces pratiques qui sont déjà ancrées en nous, je pense que ça nous permet de traverser aussi ces moments de doute, ces moments de difficulté de manière moins abrupte, on est moins prise à la gorge émotionnellement, je pense. Ben, en fait, 2 choses. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ah, Puis l'autre chose, c'est que effectivement, quand on a une place où on peut nommer les choses, il y a un espace, tu sais, pour être dit au lieu de ravaler ou d'éteindre ou de se couper de ce qu'on ressent, on laisse les émotions avoir leur place. Ah, moi, je pleure dans mes carnets depuis que Anthony nous a annoncé qu'il partait en appartement. Puis, tu sais, ça fait vivre justement, tu sais, le grand paradoxe de la vie, de l'amour, dire, oh mon Dieu, je suis tellement fière, tu sais, de le voir déployer ses ailes, puis en même temps, j'ai mal, c'est un deuil. Donc ça m'appartient, puis je l'écris, je le dessine, j'ajoute des images pour accueillir ça, tu sais, puis passer à travers ces étapes-là de deuil, mais ça revient à tu sais, ce que tu disais au départ, tu sais, d'avoir un espace pour exprimer, dire. d'ailleurs, dans ton livre, il y a un autre exercice que j'aime bien qui s'appelle Haut, c'est voix.
et où on est invité à crayonner comme on peut et qu'on mette nos voix sur le papier pour les faire parler, pour que les critiques, les rebelles, les colériques, les que sais-je qui nous animent constamment aient une place, qu'on puisse les reconnaître. Et ça, je trouve que c'est tellement thérapeutique et tellement salvateur et tellement libérateur de faire ça que je pense que quand on est bloqué dans un processus personnel, ce sont des choses tu l'as exprimé à un moment donné aussi dans ce que tu disais, c'est la simplicité finalement. Revenir à des choses simples, mais qui nous permettent de lâcher et de faire notre propre deuil, notre propre travail de deuil d'avancement en fait. On renonce chaque jour à quelque chose de la veille, mais avoir ce recul sur soi et sur ce qui nous environne, je trouve que c'est quand même un précieux cadeau qu'on peut se faire. Oui, puis moi, dans cette pratique-là, d'illustrer les voix intérieures, et là, c'est important de nommer ici, là, quand je dis illustrer, ça peut être des petits bonhommes allumettes, et plus ils sont laids, plus c'est drôle, et plus ça nous sort de cet état-là de d'adulte, je veux dire, un peu plus rigide, qui dit, ah là, je devrais ci, je devrais ça, je devrais me sentir comme ci, pourquoi je me sens comme ça, ou blablabla. Et là, de l'illustrer, puis il y en a un dessin, entre autres, tu sais, que je fais souvent, tu sais, c'est juste comme une ligne un peu aplatie avec des yeux, une bouche, quand je me sens, là, tu sais, comme une marmotte aplatie, plus d'énergie, ou en train de me dégonfler, de dire, ah, au secours, la vie, c'est difficile. Bon, OK, t'es là. Juste la dessiner, ça me fait rire, ou sourire en coin, dire, ah, OK, je te vois. Oui, Et je trouve que, en fait, en quelque sorte, par l'humour, on peut dédramatiser des états tout en les accueillant. C'est ça qui est ça. Je veux dire, je me sens comme ça en ce moment. Voilà, ça exprime bien comment je me sens. Donc, il y a la phase d'acceptation, d'observer ce qui est là, puis de dire, bon, ben, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui serait possible intérieurement? Parfois, quand je peux pas rien faire extérieurement, mais je peux quand même changer ma posture intérieure ou mon discours intérieur. Et là, de l'illustrer, mais dans toute sa simplicité, comme tu l'as dit, ça amène un vent de fraîcheur là aussi. Tu sais, ça dédramatise, ça permet de sourire ou de rigoler un peu et de retrouver notre élan de vie, en quelque sorte. qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour enclencher ce processus? Évidemment, suivre tes propositions parce que même si on n'est pas du bon côté de l'Atlantique, tu proposes plein de choses en ligne qui sont très souples. Il y a des choses régulières, des choses qu'on peut faire à notre rythme, des choses qu'on peut refaire. Donc, il y a toute une super panoplie d'offres. Et puis, il y a aussi ton livre qui est vraiment, enfin, franchement, je le recommande à tout le monde, hein. Qu'est-ce que tu suggérerais à ceux qui nous écoutent pour enclencher quelque chose? Ben déjà, si les gens ont écouté jusqu'à ce point-ci de l'entrevue, c'est qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur. Et on peut commencer par se poser la question, dire, OK, moi, comment ma créativité s'exprime parce qu'on a toute notre façon, hein? Et ça se peut très bien que la réponse soit, hey, je sais plus, ou je sais pas. Tu sais, ou c'était peut-être les mots, mais là, maintenant, j'écoute, je me dis, ah, il y a peut-être d'autres façons, tu sais. Et déjà de remarquer ce qu'on fait déjà, qui nous apporte de l'énergie. Donc, pour certaines personnes, c'est de cuisiner, jardiner, décorer la maison, déplacer les meubles, s'habiller. Tu sais, c'est l'expression de qui on est, là, dans le fond. La créativité, c'est ça. Donc, ça, c'est la première chose, parce que à travers tout ce qu'on a à faire dans un quotidien qui est fort chargé, de se demander d'en faire toujours plus, c'est pas ça le but du tout. Fait que il y a un travail de reconnexion à soi, puis de constater, de voir ce qu'on fait déjà, puis ce qu'on a déjà fait, puis qu'on a peut-être relégué aux oubliettes, hein, qu'on a mis dans des petites boîtes en se disant, bon, ben ça appartenait à tel chapitre de ma vie, maintenant, bon. Et peut-être de ressortir ça, puis de dire, ah oui, c'est vrai, j'aimais faire de la photo, et si je recommençais, ça ressemblerait à quoi? Puis, est-ce que j'aurais envie, besoin d'un espace qui me permette
de créer une espèce de cadre soutenant qui te permette de remplir cet engagement-là. Fait que pour moi, tu sais, de mon côté, quand j'offre des ateliers en live, en présentiel, même par Zoom, ben, il y a un rendez-vous. Donc, c'est plus facile pour certaines personnes de dire, regarde, j'ai un rendez-vous, donc je me glisse dans ma pratique personnelle. Pour d'autres, ça pourrait être, je ne sais pas moi, ouvrir un compte Instagram avec un pseudonyme, tu es totalement anonyme et tu partages tes photos. À la limite, on s'en fout qu'il y ait du monde qui te voit ou pas, mais tu postes, hein, tu publies. Moi, c'est comme ça que j'ai renoué avec mes mots en 2008. Oui, c'est ça. Moi, j'ai travaillé en communication dans des grandes entreprises. Tu sais, je veux dire, je faisais des communiqués de presse, des brochures, pour toutes sortes de choses qui ne me ressemblent pas. Mais bon, j'aimais écrire. Et là, je me suis dit, mais moi, mes mots, là, ils ressemblent à quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Donc, j'avais ouvert un blog à l'époque et je m'étais dit, OK, je vais partager un billet par jour. Donc, ça m'obligeait à observer ma vie, mon quotidien. Donc, il y avait comme un double objectif, c'est de me ramener dans le moment présent, puis regarder ce qui se passe dans ma vie, honorer ce qui est là, et ensuite écrire, partager. Ça a été le début de ma nouvelle vie. Je veux dire, parce que je l'ai fait pour moi, mais avec un contenant où il y avait comme, en même temps, comme une douce discipline, on va l'appeler. Alors ça, c'est quelque chose qui est super important. Puis la dernière chose que j'ai envie de nommer, c'est prenez-vous, si vous n'avez pas déjà un carnet, crayon, et soyez là pour vous. On écrit pour avoir un espace où on peut nommer comment on se sent, comment on a envie de se sentir et ce qu'on se souhaite. Et on documente, on laisse des traces de notre vie. Et on a le droit de pas bien écrire, on a le droit de râler, de dire les mêmes choses jour après jour et à un moment donné dire OK, c'est assez. Et on avance comme ça. Et on peut gribouiller, on peut essayer, on peut trouver ça affreux, laid, et quand même, on existe. On peut s'accueillir là-dedans. Puis oui, effectivement, dans mon livre, il y a plein de belles pistes de réflexion qui peuvent venir alimenter cette pratique-là, tu sais, pour s'accueillir, se voir, se découvrir et grandir en profondeur comme ça. Parce que moi, le but dans tout ça, là, pour moi d'abord, et dans ce que je transmets, c'est de vivre avec un grand V. Pas à un grand V toute vitesse, mais en profondeur. Ma vie. Donc, toi, ta vie, elle ressemble à quoi? Elle goûte quoi? Pour que ça goûte quelque chose, qu'on se sente vibrer, à se sentir vibrante. Et ça, la science vient m'appuyer là-dedans, en ce sens que l'élément créatif, donc transformer la matière, ne serait-ce que crayon, papier, on transforme, hein, il y a quelque chose de nouveau qui est créé, ça donne un sens à notre vie. Ça permet de transcender la pensée, ça permet de grandir et on est les seuls mammifères qui seront capables de faire ça de cette façon-là. Et c'est vraiment l'élément manquant bien souvent quand on fait tout bien, on mange bien, on dort mieux, blablabla. Il manque quelque chose, mais c'est l'élément créativité. Mais pour ça, il faut renouer avec la petite part de nous qui a confiance, qui dit moi, là, juste observer les enfants, tu sais, devant des crayons, papier, prennent le rouge, là, ils prennent le rouge, ils ne sont pas en train de dire, je vais être bon, est-ce que c'est le bon rouge? Non, ils prennent le rouge, ils mettent du rouge. Et c'est la plus belle chose que moi, je peux voir de ma vie, un enfant, tu sais, qui crée. Fait que moi, mon but, c'est aussi qu'on puisse se donner cette liberté fondamentale d'être et de créer. Waouh, ben, franchement, merci beaucoup pour ce riche échange, ce bel entretien. Je suis extrêmement flattée que tu aies accepté de participer au podcast. Je suis très heureuse aussi de pouvoir te faire connaître parmi les gens qui m'écoutent parce que je trouve que, enfin, grâce à toi, il y a plein de choses qui ont changé du jour où j'ai commencé à suivre tes ateliers et ben, j'ai envie qu'il y en ait d'autres qui en profitent tout simplement. Donc, merci beaucoup pour tout. Merci à toi. Merci pour le travail que tu fais. Encore 1000 merci à Manon pour cet entretien et au moins autant à vous pour nous avoir écoutés jusqu'ici. Je suis convaincue que vous terminez cet épisode avec des idées à mettre en place, alors allez-y, jetez-vous à l'eau, n'attendez plus. Partagez
avec moi, avec Manon aussi, ce que vous avez expérimenté, ce qui vous a libéré, ce qui vous a ouvert de nouvelles voies VOIES, mais peut-être aussi de voies VOIX. Si vous avez besoin d'être davantage guidé, soutenu dans votre démarche, je suis à votre disposition, soit sous forme de coaching individuel, d'ateliers collectifs. Vous pouvez vous rendre sur mon site anneclairdelval.com pour plus de renseignements, d'informations. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à lui mettre bien évidemment le nombre d'étoiles suffisant qui le fera briller au plus haut des cieux. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour d'autres joyeux éclats de voix.